Bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. Comme chaque jour, on va prendre le temps de décrypter l'information à partir d'une photo qui fait sens. Et on en parlait juste avant, hein, la France qui, après le défilé du 14 juillet, s'apprête à commémorer les 10 ans de l'attentat de Nice. Un camion bélier, souvenez-vous, foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais pour le feu d'artifice. La suite, on la connaît, le terroriste faisait 86 morts, des centaines de blessés. Et nous avons évidemment documenté cet anniversaire avec vous, Julie Choteau. Bonjour Julie. Vous êtes retournée sur les lieux du drame, un reportage qu'on pourra évidemment découvrir sur nos écrans à la rencontre des victimes pour l'émission C'est en France. Vous êtes venue avec un cliché parce que c'est la tradition. On va commencer par ça, une photo. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On va la voir cette photo. Qu'est-ce qu'elle nous raconte surtout de cet épisode, de cette date terrible, dramatique pour les Français? Elle montre bien justement l'ampleur de la souffrance. Là, ce qu'on voit, c'est donc une mère endeuillée qui regarde la photo de sa fille, Camille. Donc la maman s'appelle Anne Meurice, la fille s'appelle Camille Meurice. Donc elle est morte à 27 ans sous les roues du camion. Elle était sur la promenade des Anglais pour regarder le feu d'artifice avec un ami. Comme de nombreuses autres familles, des touristes aussi. Reparler, ouais. Et donc, quand l'attentat a eu lieu, ses parents, eux, n'étaient pas là. Donc, ils ont appris par une alerte sur le téléphone qu'il y a eu cet attentat, sachant que leur fille y était. Donc là, on l'imagine, pris de panique. Ils tentent de lui passer des coups de fil, une multitude en vain. Et donc, sa maman, donc Anne Meurice, et son papa rentrent à Nice. Et là, la cherchent pendant 4 jours, en fait. Puisque Camille, ça a été une des dernières victimes qui a été identifiée, puisque, on va l'entendre, le corps était très abîmé. Donc, ces 4 jours à la recherche de leur fille, sans doute, c'est une torture pour les parents. Jusqu'à donc cette annonce officielle du décès de leur fille qu'on va écouter. On rentre dans une salle très froide et sur la table, une enveloppe Kraft. Et moi, je suis aimantée par cette enveloppe qui m'angoisse. Il y a une officier de police judiciaire qui vient et elle commence à sortir des objets de cette enveloppe Kraft. Une carte d'identité, carte de bus, 2 trousseaux de clés, une bague que portait Camille. Et là, je suis tétanisée par cette bague parce qu'elle est pleine de sang. Et je sais que c'est son sang. Je me dis, mais quelle violence! Et là, elle nous pose une question en nous demandant est-ce que vous voulez voir son corps. Avant d'avoir le temps de donner sa réponse, elle nous dit on n'a que 2 mains à vous montrer derrière une glace. Et là, moi, je m'effondre. Voilà, on entend la détresse et on la voit aussi, on l'imagine, la détresse de cette maman, vous qui l'avez rencontrée, qui avez recueilli son témoignage. 10 ans après, comment elle vit avec tout ça? Alors, tous les parents du monde le savent, on ne se remet pas de la perte d'un enfant. Donc, elle vit quand même mal. Elle dit que c'est la première pensée qui lui vient à l'esprit tous les matins. Elle n'est plus là, ma fille. Donc, elle vit pas très bien, mais elle vit avec, puisqu'elle n'a pas le choix. Et elle, Anne Meurice, elle est très active, voire hyper active. En fait, elle est présidente d'une association qui s'appelle, donc elle a monté une association qui s'appelle Mémorial des Anges. Et donc, elle est présidente de cette association. Et donc, elle œuvre beaucoup pour la mémoire. On la voit d'ailleurs, vous voyez, ça c'est au dépôt de gerbes et à la marche blanche qu'il y a eu dimanche. C'est elle là qu'on voit sur la photo. Donc, en fait, voilà, elle a un projet de musée mémoriel à Nice. Elle aide les autres familles de victimes. Elle intervient dans les écoles aussi pour prévenir la radicalisation. Puisqu'on s'en souvient, cet attentat avait été revendiqué par le groupe État islamique, bien que c'était une revendication un peu opportuniste finalement. Mais voilà, elle est dans un message de tolérance. Donc elle agit beaucoup, si vous voulez, pour, elle dit, donner de l'utilité à sa souffrance. Puisque c'est ce qu'elle dit, sa souffrance, elle sera toujours là. Donc tant qu'à faire, la rendre utile. Donc elle transcende sa souffrance en quelque sorte. Comme ça. Alors elle est quand même impressionnante de force, cette dame, avec tout ce qu'elle fait, etc. On parle beaucoup de résilience des victimes. Alors, certes, elle aussi parle beaucoup de résilience, mais ce qu'on m'a beaucoup dit aussi, ce que m'ont beaucoup dit ces victimes, c'est que cette notion de résilience, elle a ses limites aussi, parce que certes, on se reconstruit, mais pas à l'identique. On se reconstruit jamais pareil après un traumatisme pareil, après la perte de proches qu'on aime. Et en plus, alors,
c'est un terme qui est assez en vogue, hein, la résilience, et c'est vrai que c'est une belle valeur, mais il faut aussi penser à ceux qui s'en remettent pas, puisqu'il y en a. Hein. On va voir une autre famille, les sœurs Darwish, et elles, leur maman, par exemple, ne s'en remet pas du tout. Elle a été hospitalisée en psychiatrie de nombreuses fois, etc. Et donc, cette injonction à la résilience et à se relever, à se reconstruire, en fait, ça peut plonger aussi dans le désespoir ceux qui n'y arrivent pas. Mais bon, je dirais que voilà, pour Anne Meurice, c'est son engagement associatif et envers les autres qui l'aide. Mais en fait, il y a autant de façons de vivre avec ça que de victimes. Chacun trouve ses moyens qui lui sont propres. Alors, on a vu pendant que vous parliez tous ces visages, hein, des plus âgés aux plus jeunes. Il y a très très jeunes enfants qui ont été fauchés ce soir-là. Des victimes, il y en a eu beaucoup. Il y avait 30 000 personnes, c'est ce que vous disiez ce soir-là, hein, sur la promenade des Anglais. C'était une soirée de fête. De fête, en fait. Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la promenade des Anglais, là-bas, on l'appelle la prom, à Nice. C'est vraiment une artère principale. Ça longe toute la mer, en fait, tous les hôtels, toute la plage. C'est inévitable. C'est pour ça que moi, dans mon sujet, on voit que même les victimes y retournent, parce que même si ça leur fait mal de retourner sur ces endroits, c'est inévitable, la prom, comme on l'appelle à Nice. Et donc, il y a toujours beaucoup de monde en juillet sur la promenade de Nice. Et c'est de là d'où est tiré le feu d'artifice. Enfin, c'est voilà, là qu'on vient l'observer. Exactement, fête nationale, 14 juillet, donc fête en plus familiale. On y va avec ses enfants pour voir le feu d'artifice. Donc, il y avait vraiment plein d'enfants. En plus, 14 juillet, c'est la French Riviera, hein, la Côte d'Azur. Donc, en plus, tous les touristes. Donc, vraiment, voilà, fête populaire. Tout le monde était venu là pour faire la fête du 14 juillet. 30 000 personnes, on l'a dit. Et en fait, c'est ce qui fait aussi la spécificité de l'attentat de Nice, parce que sur ces 86 morts, vous l'avez dit, comme c'est une fête familiale, il y a eu 15 enfants qui sont décédés, donc des adolescents ou des enfants, enfin des mineurs, et également 19 nationalités, donc beaucoup d'étrangers, des touristes, etc. Et sur la globalité des victimes, donc là c'est ce qu'on voit à l'image, un quart d'enfants et d'adolescents sont des victimes, et un quart sont des ressortissants étrangers. Là on voit le total des victimes, parce que les victimes, bien sûr, c'est pas uniquement ceux qui sont décédés, il y a aussi les blessés physiques, et les blessés psychiques, puisque voilà. Ça chiffre là. Hein. Voilà. Alors ça, ce sont les chiffres du fonds de garantie pour les victimes de terrorisme. Alors ce fonds-là, ce sont vraiment les derniers chiffres. Ceux qui ont sollicité une aide finalement. Voilà. En fait, c'est ceux qui ont sollicité une aide. Et c'est pas tout le monde. Il y en a qui sollicitent pas l'aide, puisque justement, quand on parle des blessés psychiques, en fait, il y a tout un tas de symptômes qui peuvent se déclarer après, de la dépression, des troubles anxieux, troubles alimentaires, des insomnies, enfin j'en passe, et qui peuvent gêner, hein, même dans la vie quotidienne pour travailler. Mais moi, j'ai eu des victimes au téléphone qui, en fait, vous disent moi, je vais très mal, je n'arrive plus, mais j'ai perdu personne de ma famille. Je suis pas blessée, personne dans ma famille est blessé. Et on s'accroche à ça. Et on s'accroche à ça. Et du coup, ils vont pas forcément avoir recours au fonds de garantie. Donc, ces chiffres qu'on a vus qui sont déjà énormes, 3000 victimes quand même, c'est probablement encore plus. Et ce fonds de garantie, d'ailleurs, pour en dire deux mots, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas les impôts qui financent le fonds de garantie, c'est les cotisations des assurés. C'est-à-dire que vous, moi, quand on a une assurance, on paye 6,50 € pour le risque attentat. Voilà, et qui permet de venir en aide à ces personnes qui en ont bien sûr grandement besoin. Vous avez rencontré une famille, vous en disiez un mot tout à l'heure, très durement touchée par l'attentat, ce bilan qui fait froid dans le dos, 3 morts, des blessés physiques et puis psychiques aussi. Hein. Oui, alors ça c'est les sœurs Darwish. Les sœurs Darwish, donc elles avaient 12, 15 et 17 ans au moment de l'attentat. Donc là, celle qu'on voit, c'est Souad. Souad, donc elle avait 15 ans. Elle était donc avec son oncle, sa tante, sa grand-mère et sa petite sœur Emma, qui avait 12 ans à l'époque. Et en fait, dans le mouvement de foule, elle a couru, elle les a tous perdus de vue. Donc elle s'est réfugiée dans un hôtel. Vous savez, les hôtels de la promenade des Anglais ont accueilli à ce moment-là beaucoup de personnes, parce qu'ils sont vraiment sur la promenade des Anglais qui venaient trouver refuge, en fait. Donc elle a suivi le mouvement foule, elle est allée se réfugier dans cet hôtel, elle s'y est retrouvée seule à 15 ans quand même, sans aucun membre de sa famille. Donc on imagine l'anxiété chez une toute jeune adolescente qui ne sait pas ce qu'il est advenu de ses proches. Et malheureusement, elle l'a appris le lendemain, les 3 adultes qui l'accompagnaient sont morts, tous les 3. Donc sa grand-mère, son oncle, sa tante sont tous les 3 morts. Et sa petite sœur, Emma, donc qui avait 12 ans au moment des faits, elle a été gravement blessée. Mais Emma, elle ne peut pas témoigner, puisqu'elle fait partie de ces nombreuses personnes qui souffrent d'amnésie traumatique. Je vous propose d'écouter Badina, qu'on voit là, sa grande sœur, l'aînée des 3 sœurs, qui va vous parler de Emma, la cadette de la fratrie.
Emma a été protégée dans les corps de ma famille, donc elle est passée sous le camion et les médecins l'ont appelée la miraculée. Elle a été touchée au niveau du visage, au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Aujourd'hui, Emma, elle est loin de tout ça. Elle a une amnésie traumatique, elle ne veut pas se souvenir et même quand il lui arrive d'avoir des flashbacks et de rêver de certaines choses, elle se réveille en disant « je ne veux pas me souvenir, je ne veux pas me souvenir ». On est 10 ans après, alors il y a ces témoignages, force et courage pour ses proches de témoigner évidemment 10 ans après. Ces victimes, elles ont l'impression, Julie, d'avoir été bien prises en charge? Alors globalement, oui, tout de même, puisqu'elles ont toutes eu droit à un suivi psychologique, elles ont été accompagnées justement par le fonds de garantie, etc. En revanche, ce qu'on entend, ce que moi j'ai entendu chez toutes les victimes avec lesquelles j'étais en contact, c'est qu'elles se sentent un peu oubliées. Notamment, alors elles disent on ne veut pas faire bien sûr de rivalité entre les drames, mais par rapport aux attentats de Paris. C'est vrai que les attentats de Paris, le président de la République Emmanuel Macron, chaque année, il est aux commémorations à Paris. Là, c'est la deuxième fois qu'il s'y rend seulement. Il est allé pour les 5 ans, il y va pour les 10 ans. Il y arrive à 18h. Ce soir. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait eu même des séries. Cette série Les Vivants, des fictions, beaucoup de livres sur l'attentat de Paris. Et c'est vrai que voilà, elles ont l'impression qu'on parle peu d'elles. Alors ce soir, vous l'avez dit, il va y avoir une minute de silence pendant le match des Bleus. C'était une demande. Elles avaient aussi demandé à ce que pendant le défilé militaire soit joué l'hymne niçois, par exemple, qu'on prenne une dimension un peu plus nationale, en fait, que ce soit moins organisé à Nice par Nice. De côté. Voilà. Je vous propose d'écouter Anne Meurice, donc la maman endeuillée qui s'exprime à ce sujet. La médiatisation et l'intérêt que suscite l'attentat de Nice et les victimes de Nice est très limité. On est vraiment relayé à notre rôle de second par rapport à Paris. On est des provinciaux. Ce qui peut se passer au niveau de nos vies, ça ne compte pas. Et ça ne compte pas vraiment beaucoup dans l'histoire d'un pays. Et ça, c'est au-delà d'être incompréhensible, c'est quelque chose qui reste quand même assez douloureux d'une façon générale. Lorsqu'on échange entre nous, entre victimes, c'est compliqué. Là, on entend le vieux débat de la province et de Paris, parisianocentrisme. Il y a autre chose pour expliquer ce décalage? Oui, alors il y a plusieurs pistes. Bien sûr, il n'y a pas une réponse absolue. Alors déjà, sur ces années qui avaient été assez dramatiques pour la France, on s'en rappelle, puisqu'il y a eu en fait l'attentat Charlie Hebdo. Voilà, il y a une succession de faits. Charlie Hebdo, les attentats de Paris, et Nice arrive un peu en bout de course. Ce qui fait qu'en fait, ça passe après à chaque fois les procès, etc. Donc ça peut être une piste d'explication. Et il y a aussi une chercheuse qui s'appelle Jana Béel qui a évoqué quelque chose, qui a évoqué l'idée de bonne victime, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup des victimes qu'elles soient justement dans le discours de résilience, qu'elles racontent leurs souffrances, leur reconstruction, etc. Ce qu'elles font, les victimes de Nice, mais elles ont aussi une parole assez politique, en fait, les victimes de Nice. Et pour cette chercheuse, ça rend parfois un peu moins audible, finalement, leurs paroles. Elles ont une parole politique, notamment sur la sécurisation. Vous savez, certaines parlent de potentielle défaillance de l'État par rapport à la sécurisation de la promenade des Anglais. Alors, il y avait l'Euro de foot à cette époque qui s'était déroulé juste avant. Et ce qu'on entend beaucoup à Nice, alors de la part des victimes, mais même des gens en général, c'est qu'ils avaient l'impression que les fan zones de l'Euro de foot étaient davantage sécurisées que cet événement, donc l'espace public. Voilà, et donc ces festivités du 14 juillet. Je vous propose d'écouter Gilles Gambéry, qui est une autre victime à ce sujet. On l'avait fait pendant un mois sur une fan zone qui est juste derrière nous pour l'Euro de foot, où on avait mis des blocs béton, on avait fait tout ce qu'il fallait. Là, sur la prom, il y avait des barrières métalliques. 2 barrières métalliques et 2 véhicules de police avec 4 policiers à l'entrée du chemin du camion. Donc c'était nettement insuffisant par rapport à... Si on pouvait tirer une leçon de ce qui s'est passé là, c'est ça. Si on doit sécuriser les zones, il faut les rendre impénétrables à la circulation. Et alors aujourd'hui, à Nice, la promenade des Anglais, elle a été sécurisée. Vous allez peut-être le voir à l'image. Il y a des gros poteaux, en fait, très profondément ancrés dans le sol, qui sont reliés
par des barrières métalliques très 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 solides. Donc en fait, ce ne serait plus possible aujourd'hui a priori qu'un camion ou qu'un véhicule se rende sur la promenade des Anglais. Donc il y a eu une sécurisation très importante qui a été faite depuis. Mais il y a toujours une enquête tout de même sur justement des potentielles failles de sécurisation de la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Alors ça fait quand même 10 ans, toujours pas de procès, toujours pas de mise en examen. Et ça, les victimes, elles le regrettent beaucoup. Elles dénoncent une certaine lenteur de la justice. Alors quand même, il y a eu un coup d'accélérateur ces derniers temps, puisqu'au début, l'enquête était instruite à Nice. Elle a été dépaysée à Marseille. Donc voilà, une ville qui n'a pas de lien avec ce qui s'est passé. Il y a eu des perquisitions ces dernières semaines, notamment à la mairie de Nice et à la préfecture. Voilà, pour l'instant, pas de mise en examen, pas de date de procès définie, mais l'enquête est encore en cours. Merci beaucoup Julie Chuteau, merci pour l'avant-goût. Avant cette spéciale de ce soir, on vous donne rendez-vous donc à 18h15 heure de Paris, évidemment pour ce moment de recueillement et cette cérémonie mémorielle. Votre reportage évidemment à retrouver sur notre site internet www.france24.com, sur nos réseaux, sur YouTube également.